Allons dans tout l'heure, quel lien entre commerce et SCOT pour favoriser le commerce de demain et le développement de vos territoires. Je vais demander à nos témoins de nous rejoindre, Thierry Kahn, Alain Babot, Jérôme Grange, Jean-Marc Villers et Xavier Desjardins. Venez, messieurs, venez messieurs. Voilà, hop. Bienvenue. Bonjour, installez-vous. Bonjour. Ah. Installez-vous. Donc, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut pour bien vous accueillir. Alors, la caméra qui s'est baladée hier vous a aussi interrogé sur votre vision du commerce de demain. Trois contributions intéressantes. Et alors, un pas de côté avec Jérôme Grange, derrière ce qu'on va entendre, dans la continuité de ce qu'on vient de faire avec le président Henrich, vous êtes urbaniste. Je voudrais vous demander, vous, pour votre job, comment vous avez vécu ce qui s'est dit hier, les gros messages qui sont sortis. Alors, on écoute les trois contributions en vidéo, et puis vous nous répondez à ça. Regardez. Alors, le commerce, idéalement, il est un vecteur, bien évidemment, de l'aménagement du territoire, en termes de mobilité, en termes d'emploi, en termes de services, et de satisfaction des besoins des uns et des autres. Il est aussi important en termes d'animation, de rencontres, d'échanges. Et puis, bien sûr qu'il y aura des formes qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui ou qu'on commence à peine à percevoir, qui sont peut-être moins territorialisées, peut-être moins consommatrices d'espace, mais dont on peut espérer, encore une fois idéalement, qu'elles restent dans le contact, dans l'échange physique, réel, et pas uniquement dématérialisé. Il faut penser aménagement de façon plus globale. Et voilà, travailler tous ensemble dans le même sens. Je pense que c'est la solution. Pour véritablement dynamiser donc, les centres-bourgs, et surtout dans des villes qui sont en pleine construction comme les nôtres, le commerce de proximité est véritablement notre leitmotiv. Surtout un travail de gouvernance à avoir, ça a été abordé ce matin, par exemple sur des pré-décisions CDAC, et surtout avoir un objectif commun, un projet commun pour que le territoire puisse être attractif, parce qu'on est bien sur l'attractivité pour qu'on ait une organisation territoriale, une organisation urbaine territoriale qui laisse la place à tout type de commerce et à tout type de fonction. Est-ce que votre métier va changer, Jérôme Grange? Alors, j'ai été, en tant qu'urbaniste, interpellé hier par la table ronde de deux façons. La première, c'est quand même que j'ai perçu chez plusieurs des intervenants le sentiment qu'ils pensaient que notre métier de technicien accompagnant les élus dans l'élaboration des SCOT était encore un peu dans l'esprit de la planification de type cost-plan. Et donc je tiens là à les rassurer, pour ceux d'entre eux qui nous font l'amitié d'être encore là aujourd'hui. L'agilité, c'est vrai qu'il y a les contraintes réglementaires qui s'appliquent, mais en tout cas qu'ils soient rassurés, il y a de l'agilité intellectuelle, aussi bien dans les syndicats qui portent les SCOT que dans les agences d'urbanisme qui parfois les accompagnent. Et pour illustrer mon propos, j'avais beaucoup d'intérêt, je les écoutais tous, mais par exemple Marc Rigaud, directeur général de Citrus, car je me disais, mais si Citrus avait remplacé Imochamp 5 ans plus tôt, sans doute le groupe Auchan n'aurait-il pas attaqué le SCOT du Grand Amiénois, parce que la sagesse des élus du Grand Amiénois avait été dans une vision anticipatrice des mutations en cours, qui était parfaitement appréhendée de l'impact du numérique, avait été de faire le choix de ne pas mettre de ZACOM autour du grand ensemble commercial d'Imochamp. Et je me disais, mais heureusement que ce choix-là a été fait, car s'il en avait été autrement et que nous avions un ZACOM, Imochamp se serait retrouvé avec 20 000, 30 000 mètres carrés supplémentaires, qui seraient aujourd'hui peut-être des mètres carrés dont il serait obligé d'envisager la mutabilité dont on parlait hier. Donc voilà, quand on fait des SCOT,
la première façon dont on rentre dans ces démarches, pour les élus comme pour les techniciens, c'est bien celui de la prospective, de la perception des signaux faibles et de l'interrogation sur comment ceux-ci sont de nature à impacter le territoire sur lequel on travaille. La deuxième chose, c'est que l'architecte que je suis est rentré dans l'urbanisme avec une culture, enfin avec une vision que faire de l'urbanisme, ça allait être du dessin urbain, du town planning. Et puis très vite, dès mes études à Sciences Po Urba, je me suis rendu compte que non, finalement, l'urbanisme, ça n'était que l'organisation de phénomènes économiques, c'est-à-dire la problématique d'accompagner la création de la rente foncière, la problématique d'accompagner la création de richesses, le fait d'appréhender les impacts territoriaux des gains de productivité des individus actifs, et que donc finalement faire de l'urbanisme, c'était bien essayer d'organiser la création de richesses. Et en écoutant plusieurs de nos amis du commerce au sens large, les acteurs, ils sont multiples dans les finalités qui sont les leurs, je me suis dit, mais est-ce que pour nos SCOT demain, ou les PLUI sur lesquels nous accompagnons, est-ce que demain, c'est pas avant tout d'organiser la destruction de valeur? Parce que, et je dis ça indépendamment des débats qu'on peut avoir sur les territoires dynamiques et sur les territoires aujourd'hui en repli, mais dans une approche générale, je ferai le lien avec un propos d'Antoine Frey lors d'un colloque au mois de septembre qui était organisé par CGEDD, où dans une table ronde où il répondait, il avait été un peu attaqué par certaines personnes dans cette table ronde, il a dit, mais de toute façon, nous sommes bien conscients que dans toutes les agglos françaises, il y a une zone commerciale en trop, on l'a dit hier, et la question de savoir, c'est laquelle de celles-ci. Les choix que je fais en tant qu'opérateur, qui est un opérateur maintenant intégré, c'est-à-dire promoteur, foncière, gestionnaire, c'est d'investir dans celle dans laquelle je crois pour l'avenir. Et donc, dans nos SCOT, à l'avenir, comment éventuellement allons-nous intégrer la réflexion du devenir de la zone commerciale, peut-être dans 10 ou 20 ans, mais qui sera en trop. Et donc vos vocations à vous tous changent, et donc votre métier change bien évidemment. Avec Xavier, vous avez encore vos cartons blanc-noir? Oui? Sortez-les, s'il vous plaît. Xavier nous a préparé 4 petites questions, des questions de sondage, et qui ont déjà qui ont eu leur réponse hier déjà, et c'est tant mieux. Mais c'est l'interrogation pour vérifier que vous avez tous bien. Ou qui donnent leur sentiment. Je ne sais pas si la régie a prévu les questions à afficher. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la première, s'il vous plaît? Non? Non? Elle n'arrivera pas? Bon, c'est pas grave. Je vais donner à l'oral. Donc écoutez bien. C'est simple. Alors c'est un vrai faux, d'accord? Vrai blanc, faux noir. En matière de commerce, le SCOT ne peut rien faire, les élus n'ont pas assez de levier pour agir. Vrai, faux. Il y a quand même 3,2% d'entre vous qui répondent que c'est vrai. Et si j'allais leur donner le micro, ouais, on n'a pas le temps, mais peut-être dans le débat qui suivra. Alors, Xavier, prenez le micro. C'est plutôt rassurant, quoi. Enfin, mais on a mais c'est vrai que la question, c'est ceux qui ont encore le blanc. Je pense qu'il serait intéressant de savoir pour qu'est-ce qu'il les a, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il n'a pas convaincu. Il y en a qui veut prendre la parole? Chez les blancs, levez le doigt si vous souhaitez. Ouais, non, j'ai mis blanc, mais quand même. D'accord. Qui souhaitait, il y a le secret de l'isoloir. Le vote est secret. D'accord. Bon, on ne saura pas. Et ça c'est. Vous n'avez pas compris la question. Non, peut-être finalement c'est aussi un message qui a été beaucoup dit, c'est que
c'est pas un problème d'outillage, ça a été bien dit hier que finalement il y avait tout un tas d'outils prescriptifs, etc. Et que l'essentiel était dans la création d'une... Il a bien sûr rappelé dans son introduction, donc je ne vais pas être long sur ce point, c'est la vision politique qui l'adosse. Et c'est vrai qu'on l'a observé, ce qui est intéressant, c'est la montée en capacité des SCOT. C'est-à-dire il y a la photo et la dynamique, et on voit bien que sur cette question commerciale, il y a vraiment une montée en capacité. Et le parallèle que l'on peut faire, c'est vraiment avec la question de l'étalement urbain il y a une quinzaine d'années, où on a eu finalement la même montée en capacité sur un sujet qui était très compliqué, avec aussi beaucoup de conflits, parce que c'est difficile, ça allait à l'encontre d'une demande sociale, de terrains plus grands, etc., d'une habitude du secteur de la construction d'avoir des grandes parcelles, etc., et puis c'est pas que la construction individuelle, aussi de la logistique, etc. Donc ça allait à l'encontre de tout un secteur économique, et en une dizaine d'années, on voit comment c'est monté progressivement dans le débat public, et aujourd'hui, d'une certaine manière, en 2018, ça fait partie de la culture commune. Et sur le commerce, on voit bien cette montée très progressive qui passe, peut-être d'abord, on l'a évoqué hier souvent, par la question d'une acculturation à ces enjeux de la création de débats, etc., qui précède cette question de la vision politique. Alors, question suivante, toujours un vrai-faux. L'échelle du SCOT est bien adaptée à la prise en compte des enjeux commerciaux de mon territoire. Vrai, blanc, faux, noir. Vrai, blanc. Alors, le noir, là, je vais aller le voir. Je vais aller le voir. J'y vais. Donc, une grosse majorité de blancs. Donc, il faut comprendre. Oui. Simplement parce que le territoire de SCOT sur lequel nous essayons vainement de tracer l'avenir est un territoire sous influence de la métropole, et par conséquent tout ce qui touche au commerce chez nous, on est dans la survie, plus que dans la possibilité de tracer effectivement un avenir sur ce que nous possédons. Voilà pourquoi je réponds non. Question de répartition des compétences. Ouais. C'est des réalités de terrain, ça. Alors, Xavier? Oui, alors effectivement, c'était majoritairement blanc, quelques cas noirs, parce qu'ils sont liés effectivement à des périmètres, on va dire, de situation périmétropolitaine, qui j'imagine rendent compliqué la réflexion commerciale à cette seule échelle. Mais globalement, dans l'étude, on l'a beaucoup entendu. La bonne échelle, alors la bonne échelle, c'est le débat éternel, etc. Qu'est-ce que le périmètre? On sait que ça n'existe pas. Mais il y a des deux choses, parce que c'est impossible, etc. Et puis ça prendrait très tout le temps. Deux éléments. Bonne échelle, ce qui nous était beaucoup dit. Il y avait deux raisons. La première, c'est qu'en gros, on a l'échelle des zones d'emploi, des bassins de consommation. Enfin, quand on regarde les cartes, ça correspond, je dirais, globalement, il y a des exceptions, globalement au bassin de consommation. Et l'échelle, c'est pas que ça. Ce qui était aussi souvent dit, c'est que d'être à une échelle intercommunautaire, etc., ça permettait, je dirais, d'avoir un lieu de débat sur les questions commerciales qui soit différent des salles habituelles, et donc d'être dans un autre lieu de discussion, ça permettait souvent de discuter autrement et de rabattre les cartes. Donc il n'y a pas que l'échelle géographique, on pourrait dire, il y a aussi l'échelle institutionnelle, enfin le lieu du lieu institutionnel qui se révélait souvent propice, qui nous était dit, au travail sur cette question commerciale, à la mise en débat, à la réflexion, etc., dans un lieu un peu plus détaché de l'action quotidienne. Encore une question. Discuter avec les acteurs du commerce ne sert à rien. Les enjeux qu'ils portent et ceux du SCOT sont trop différents. Vrai, blanc, faux, noir. C'est en fait pour repérer les minorités. Alors oui, blanc et noir, oui. La Normandie, bienvenue. Alors, il y a quelques blancs là-bas. Ok. Noir. Alors, discuter avec les acteurs privés, dans l'enquête qui avait été faite, notamment l'enquête électronique qu'avait pilotée Élise Muet, qui est dans la salle, on avait vu que pour les SCOT précédents, enfin, ceux qui sont actuellement n'élaboraient pas les révisions en cours, le dialogue avec les acteurs du commerce était loin d'être systématique. Il y avait quand même, je crois, plus de la moitié qui évidemment discuter avec certains acteurs commerciaux, mais qui ne le formalisaient pas d'une manière organisée, publique, etc. Évidemment, c'est impensable qu'ils le fassent totalement détaché, je dirais, de relations nourries avec les acteurs du commerce, mais la formalisation, dans quelle scène, à quel moment, avec quelle modalité, etc., finalement,
il y avait une bonne moitié de SCOT qui ne le prenait pas en compte. Pour une raison qui était évoquée aussi ce matin, c'est qu'il y a une montée en charge progressive de cette préoccupation, et effectivement, quand c'est pas prioritaire, on ne prend pas cette question. Donc il y a un effet, c'est cette raison. La deuxième raison aussi, et ça a été évoqué, c'est que discuter avec les acteurs du commerce, on peut avoir envie, et souvent c'est très compliqué, pour des questions, de trouver le bon interlocuteur. Quand on faisait, je regarde M. Heinrich, quand on faisait les séminaires qui ont accompagné l'étude, c'était très intéressant de voir que on discutait avec un certain nombre de chaînes de distribution, Orange, Pandora, etc. Et certains avaient peu d'interlocuteurs locaux, et on avait des cas assez précis où ils avaient changé de localisation dans des villes. Il y avait des membres des SCOT qui étaient dans ces villes et qui disaient, mais écoutez, quand vous l'avez fait, vous n'êtes pas venu me voir. Donc on voit bien qu'il y a aussi, je dirais là, d'un certain côté, aussi une difficulté du dialogue dans l'organisation de chaînes de distribution, dont souvent des logiques nationales, voire le plus souvent internationales, et qui, quand ils ont des actions locales, souvent s'en détournent totalement, parce que d'ailleurs, ils sont avoir des écrans radars, c'est des petites surfaces, etc. Ce qui, pour eux, est peu, mais la disparition d'une boutique de 150 mètres carrés en centre-ville, bah ça a un impact sur la vie de la banlieue, etc. Et donc, on voyait bien qu'il y avait quand même une vraie difficulté de l'organisation du débat, parce qu'un certain nombre d'acteurs sont d'une certaine manière insaisissables. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très compliqué, qui a été relevé, et qui d'ailleurs, je pense, fait l'objet des demandes qui vont être portées dans la charte que la fédération souhaite signer. Oui, il y avait une dernière question, je ne la pose pas, mais je voudrais quand même avoir votre commentaire rapide sur ce qu'ils disent à propos des CDAC. On veut prendre le manche. Ça, effectivement, je crois que depuis hier, ça revient souvent. C'est vrai que là, c'est le chaînage SCOT-CDAC. On voit qu'il y a une amélioration sensible, à la fois dans le système actuel, que les SCOT aient la capacité de débattre préalablement de toutes les CDAC. Ça a été évoqué, c'est évidemment une demande forte, je dirais, de meilleur adossement de la dynamique du SCOT avec les CDAC. Ça, bien sûr, on l'a entendu dans beaucoup de territoires, et d'une certaine manière aussi, certains élus qui se désintéressent du SCOT, là, sentiront que ça devient très très sérieux. On a plus de mal à jouer l'esquive. Vous avez un commentaire, messieurs, ou peut-être une remarque, une question par rapport à ce qu'on vient de dire? Jean-Marc Villers. Alors, je vous présente un premier vice-président du SCOTERS de Strasbourg. Et maire d'Irstein, qui est une ville au sud de Strasbourg. Par rapport au vote, je n'avais pas les papiers, donc je suis arrivé un peu tard hier soir, mais j'aurais voté blanc à la première question, parce que bien sûr, le SCOTERS, nous avons animé, nous, un travail sur les liens et l'organisation du commerce au territoire pendant plusieurs années. Ça, oui. Sur la question du périmètre, c'est parfois un peu compliqué, parce que autant je pense que c'est vraiment la bonne échelle pour discuter avec les différents acteurs. Souvent d'ailleurs, ce qu'on a du mal à bien connaître, ce sont notamment les acteurs de l'immobilier commercial, qui ont un impact énorme sur les évolutions qu'on ne maîtrise pas. Quelqu'un en parlait avant aussi, il y a toute la question des friches. Du coup, on a des secteurs de zones commerciales sur notre territoire qui ont eu une évolution avec, d'un côté, d'une route nationale, les bâtiments se vident, et de l'autre côté, on construit de nouveaux bâtiments. Donc il y a la question de bien connaître les acteurs, mais pour en revenir au périmètre, le SCOTERS suit. Après, moi je suis parfois plus interrogatif sur le périmètre du SCOTERS lui-même et des SCOT de manière générale. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là, à cette échelle-là, mais c'est pas forcément toujours le bon périmètre identifié en tant que tel, et c'est le cas en tout cas chez nous dans le Bas-Rhin. Ok. Quelqu'un d'autre? Ça va? Très bien. Alors, messieurs, vous quatre, vous êtes porteurs de trois pratiques, expérience et innovation dans les mécaniques que vous avez mises en place. Il y a un volet sur votre étude de recensement et d'analyse de ces bonnes pratiques. On va entendre là des différentes manières de traiter le commerce dans vos SCOT. On va commencer avec les régionaux d'étape et votre arme fatale de la conférence économique. Alors, expliquez un peu le contexte avant de nous dire ce qu'est cette conférence. Bonjour, donc Alain Labo, maire d'une commune de 6600 habitants, président
d'une communauté de communes de 26 000 habitants à l'est d'Amiens, donc dans le Grand Amiénois. C'est ce qui a son importance. Vous serez dans le pôle, donc oui, bien sûr. Oui, on est actif dans le pôle. Néanmoins, donc c'est toute une histoire. Hein. Pour la mise en place de cette conférence économique, tout simplement, elle est issue d'un conflit. C'est un conflit donc entre... Toujours les chaos qui font... Voilà, c'est une histoire quand même relativement intéressante puisque ça date, hein, dans la mesure où nous avions la possibilité, donc à l'est d'Amiens, de 12 km, c'est pas loin, d'installer une surface commerciale de l'ordre de 40 000 mètres carrés, donc à l'issue d'une première CDAC suite CNAC, nous avons essuyé un refus. Premier refus, à partir duquel nous avons décidé donc de collaborer plus étroitement avec les élus du Grand Amiénois et nous ont conseillé un projet plus petit. Certes, il était encore de 26 000 mètres carrés, ce qui est loin d'être négligeable. Et néanmoins, la veille de la CDAC, on m'a invité à manger et on m'a dit gentiment, Alain, tu retires ton projet. Vous voyez donc à partir de là, une cicatrice sur un territoire, parce que il ne faut pas oublier que face à Amiens, les 12 à l'époque intercommunalités se sont liguées contre Amiens. Donc l'idée nous est venue de dire, bon, il faut qu'on arrête un petit peu ce système et qu'on se mette à travailler ensemble. Donc l'idée d'une conférence économique. L'idée d'une conférence économique, ça nous permettait à la fois de mieux nous connaître, de participer tous ensemble à l'aménagement du territoire et de faire en sorte qu'on aille vers des décisions communes. Sans amertume, j'ai pris la présidence de cette conférence économique. Sans amertume, bon, au départ, ça a quand même mis un certain temps. Et néanmoins, on a réussi à mettre en place un système qui fonctionne actuellement relativement bien, dans la mesure où, à la fois, on travaille ensemble sur des projets, et en même temps, il y a une collaboration de l'ADUGAM, c'est-à-dire de Jérôme Grange et de ses collaborateurs. Ça, c'est très intéressant. On met en place donc des plus et des moins parce que c'est pas si simple que ça. Hein. L'application du SCOT, c'est pas dire c'est oui ou c'est non. Il y a des plus, il y a des moins, et à partir de là, il faut arriver à avoir une position qui nous permette, à travers les lois dont on dispose, d'être majoritaire donc dans le cadre de la CDAC, et en même temps, on s'est aperçu que la DDTM, parce qu'à chaque fois il est question de DDTM, et nous cette expérience prouve que la DDTM, et notamment à la préfecture, sont bien à l'écoute de nos avis, et que nos avis sont tout le temps écoutés. Et ça, franchement, c'est quelque chose d'important. Donc cette conférence économique est le lieu du nécessaire débat politique, oui, que vous n'aviez pas forcément eu sur le plantage de Villers-Bretonneux. C'est vous qui aviez payé le soir du dîner non, je n'ai pas très bien mangé. Je pense que j'ai évité, il n'y a rien qui est passé, je vais être honnête, non mais c'était une catastrophe à la fois pour nous, mais en même temps, vous savez, cet échec, de cet échec, on s'aperçoit qu'il y a une évolution du commerce. On l'a vu depuis ces 2 jours. Le commerce a évolué et je pense que construire des mètres carrés, constamment des mètres carrés pour avoir plus de commerce, c'est pas la bonne solution. Je crois qu'il faut réfléchir. Et là, un geste est présent. On travaille ensemble à un aménagement différent de nos activités. Je crois que là aussi, il ne faut pas se laisser... comment pourrais-je dire, c'est vrai qu'on vient nous voir, on nous dit « Oh, vous êtes en bordure d'autoroute, vous avez du potentiel, on va faire une zone d'activité commerciale. » On ne conçoit plus les choses comme ça. On le conçoit dans le cadre d'un aménagement du territoire et d'une cohérence en nombre de mètres carrés. Donc, on a là, avec cette conférence, une réponse à l'un des points qu'on a évoqués avec Michel Henrich et des controverses d'hier, le petit contre le gros, la ville contre la campagne. Il faut désamorcer ça pour avoir une vraie action politique cohérente et concertée. C'est quoi la mécanique, Jérôme Grange, de cette conférence? Comment elle se nourrit? Comment elle débat? Comment elle délibère? Alors, lorsqu'elle a été mise en place immédiatement après, parce que ce qu'évoquait Alain Babot, il faut imaginer que cette fameuse seconde CDAC est intervenue 15 jours avant la date programmée pour l'approbation du SCOT. Et en plus, on était serré dans les délais, puisqu'il y avait l'une de nos communautés de communes qui s'agrandissait de 6 communes, mais qui nous aurait obligé, si nous rations l'échéance maximale du 31 décembre, à remettre un petit peu l'ouvrage sur le métier
pour être dans une configuration territoriale, enfin, c'était accessoire. Donc ça a valu, alors qu'on s'orientait vers un SCOT approuvé à l'unanimité, les tensions et ce qu'ont voulu exprimer nos territoires, nos communautés de communes ont fait que malheureusement ce SCOT n'a pas été approuvé totalement à l'unanimité. Donc l'idée, on était à l'époque 12 intercommunalités, ça a été de dire, c'est pas 12 membres dans la conférence économique, c'est 8, parce que vous êtes des élus du Grand Amiénois et pas les élus de votre communauté de communes. Vous aurez à nourrir des débats qui regardent bien l'intérêt collectif et qui sont en cohérence avec le dessein commun que nous avons construit dans le cadre de l'élaboration du SCOT. Il faut savoir vraiment que sur ce... Je n'avais pas le plaisir d'être là, mais parce que les élus, la plupart, ceux qui se sont beaucoup investis sur l'élaboration du SCOT sont dans la salle, c'est que ça a été un formidable outil de progression dans la relation ville-campagne, malgré les tensions de cette nature. Ça a permis de construire ce dessin commun. Qui siège Donc on a d'abord couché, tout de suite après l'approbation du SCOT, l'existence de cette conférence économique qui était déjà prévue. Il se trouve qu'elle a été, sa mise en place a été accélérée par cette situation un peu conflictuelle. Et on a donc couché son existence dans le règlement intérieur du syndicat. Il siège des représentants avec une représentation. Il y a 3 membres d'Amiens Métropole, 4 membres, grosso modo, dans une représentation géographique, et puis le président du syndicat qui en est membre de 3. Il n'y a pas les consulaires, chefs de métier. Non. C'est vous, c'est les élus, d'accord. C'est interne. Et donc le mode opératoire, c'est que... alors en fait, ça vient interpeller ce mot magique qui a été rappelé hier, qui est celui de la compatibilité. Et derrière la compatibilité, et je sais qu'en général ça fait sourire le président Geste, c'est la notion d'esprit du SCOT. Et donc on a en fait un travail qui est réalisé par l'agence d'urbanisme, puisqu'on est dans une certaine proximité, l'équipe technique proche du syndicat. On fait une analyse du projet pour ce qui est du volet commercial, du fonctionnement de cette conférence, du projet qui doit passer en CDAC, de façon la plus neutre possible, qui est vraiment une présentation en repassant, surtout pas en se limitant aux objectifs liés à l'urbanisme commercial, parce que comme tous les SCOT, le document d'orientation et d'objectifs est décliné en 11 objectifs thématiques, et il y en a un autour de la question du commerce sur le territoire, mais on passe en revue donc les 11, en se disant, ce projet commercial vient interpeller la question de l'artificialisation du foncier, vient interpeller des questions liées à l'environnement, vient interpeller les questions de mobilité des personnes. Et par ailleurs, on a aussi une entrée en matière en nous montrant qui sont les fondamentaux du SCOT. Et dans ces fondamentaux, il y a la question de l'équilibre du territoire et de la volonté de renforcer nos 21 pôles d'équilibre à l'intérieur du Grand Amiénois. Donc voilà, c'est une lecture. Ça marche? Non mais ça change. Oui, de toute façon, c'était la solution indispensable pour trouver un équilibre à la fois entre nous et en même temps l'aménagement du territoire. Par contre, se pose la question du devenir de cette conférence économique, puisque nous allons passer dans le cadre d'un pôle métropolitain avec la maîtrise d'ouvrage. Voilà, avec des missions différentes, puisque nous avons pris mission économie, tourisme, économie, transport, Alain l'a évoqué dernièrement. Donc là, pour l'instant, on va assurer la mise en place du pôle métropolitain, mais on n'a pas encore décidé du devenir de cette conférence économique. Pour moi, vous souhaitez quoi? Je souhaite qu'elle reste. Je souhaite qu'elle reste, qu'elle fasse partie intégrante de la commission économique et qu'elle continue à travailler, le président est pas dans le même sens, qu'elle continue à travailler comme elle a fait jusqu'à présent. Ça nous permet d'avoir un rapport avec notamment la DTTL et qui soit donc en phase avec nos décisions politiques. On va régler votre problème tout de suite. Président Geste, vous en avez envie? Pas de problème, réglé. Alors, on va aller en Bretagne, à Brest, avec Thierry Kahn, 20 ans, alors peut-être pas forcément vous, les 20 ans de SCOT. Non, même pas 20 ans de SCOT. Premier SCOT approuvé en 2011. 2011.
Mais en revanche, si l'affaire marche, c'est parce que ça fait une vingtaine d'années que l'ensemble des acteurs sont autour de la même table et pilotent la bonne commerce. Alors là aussi, autour de votre pratique, expliquez-nous votre mécanique. Oui, donc déjà, oui, effectivement, c'est plus une question de commerce. Effectivement, on peut dire qu'il y a 20 ans d'expérience et de travail et de concertation. Juste pour préciser les choses, hein, c'est donc un pôle métropolitain qui porte le SCOT sur un territoire d'un peu plus de 400 000 habitants entre la métropole de Brest et 6 comités de communes autour. Sur la question du commerce, effectivement, il y a déjà 20 ans, et moi, c'est pas moi qui travaille là-dessus, mais il y a eu beaucoup dans l'ensemble des comités de communes, les élus ont travaillé à l'élaboration de chartes d'urbanisme commercial, en associant notamment très fortement les chambres consulaires, que ce soit SCCI, chambre de métier, parce que je reviens un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, hein, c'est pas facile, effectivement, on parle beaucoup de concertation, il faut de gouvernance partagée, c'est très bien, mais avec qui? Avec les interlocuteurs localement, avec les opérateurs qui sont là pour défendre leur propre projet et vouloir des mètres carrés en plus, qui ne représentent pas leur profession, enfin c'est pas toujours évident. Donc on a beaucoup travaillé en amont avec les chambres consulaires, et donc ces chartes de urbanisme commercial, en tout cas, même si effectivement il n'y avait pas elles n'étaient pas opposables, dans tous les cas elles ont permis aux uns et aux autres de travailler ensemble, de définir un petit peu des politiques communes, et de fait, lorsqu'il a été possible de travailler sur un DAC, dès 2008, on a travaillé à l'élaboration d'un DAC provisoire, parce que, comme je l'ai dit, le SCOT était approuvé qu'en 2011. On aurait pu attendre 2 ans, mais on a considéré que c'était important de le faire très rapidement. Et il s'est fait assez rapidement parce que, effectivement, les élus, les consulaires et les représentants sont mis autour de la table et on a assez facilement trouvé un terrain d'entente sur effectivement un DAC qui est considéré comme effectivement prescriptif au regard de ce qui se fait au niveau national. Alors pour nous, ça nous paraît assez normal en fait. Il n'y a pas de. C'est plus quand on sort de notre territoire qu'on se rend compte que c'est vraiment prescriptif. Mais quand je dis que c'est assez normal, c'est que effectivement, ça a été dit, il n'y a pas eu de recours sur le DAC ni sur le SCOT, parce qu'il y a eu 2 enquêtes publiques en fait, une première pour le DAC et une première le SCOT avec le DAC dedans. Déjà, il n'y a eu aucun recours ensuite, mais je pense que c'est vrai que alors ce qu'il faut expliquer, c'est déjà le travail sur le long terme. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas, même si ça ne produit pas des résultats tout de suite, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Et puis effectivement, cette culture commune, là, ça met du temps, parce qu'effectivement, on a bien vu qu'il peut y avoir une divergence quand même de point de vue entre les élus et les opérateurs du commerce. Mais il faut se parler, il faut travailler ensemble. Et puis aussi, effectivement, alors là c'est fondamental, hein, ça a été dit, mais on parle de portage politique très fort. Bon, déjà, cette question du commerce, l'ensemble des prescriptions, effectivement, qui ont été inscrites dans le DAC ont été discutées, rediscutées et validées à l'unanimité par l'ensemble des élus, donc du syndicat mixte à l'époque et du pôle métropolitain ensuite, du Pays de Brest. Et ce qui est important, c'est que là, on est en révision et en enquête publique actuellement, donc les élus ont considéré que ça fonctionnait très bien, et bon, on a modifié un petit peu le DAC, mais pas tant que ça, parce que pour eux, ça fonctionne bien. Voilà. Sur ce DAC prescriptif, je crois que vous n'avez jamais eu de recours. Non. Bon, ça marche. Oui, ça marche, mais ce qui est important, enfin, je ne sais pas qui a évoqué hier la question du rapport de force. À un moment donné, effectivement, lorsque tous les acteurs considèrent que les élus, de toute façon, voteront, depuis qu'on a un DAC et que le dossier passe en CDAC, l'ensemble des élus qui représentent le territoire, au titre de la commune, de l'interco, de la ville importante, du SCOT, etc., ont toujours voté tous dans le même sens. Parce que on s'assure qu'un dossier qui est inscrit dans CDAC, il correspond aux critères du SCOT. Et maintenant ça c'est quasiment automatiquement, mais au début, quand il y a beaucoup d'opérateurs qui déposaient des dossiers qui ne correspondaient pas, on a la chance, hein, parce que ça a été évoqué là, d'avoir quand même, on a connaissance des CDAC un mois avant, hein, donc déjà, ça nous laisse un peu de temps.
Mais surtout, en fait, les opérateurs aujourd'hui ont compris que de toute façon, s'ils n'étaient pas dans les clous, ils auraient un avis défavorable au CDAC parce que ce sont les élus qui sont majoritaires. Donc si tous les élus votent dans le même sens, ils se retrouvent à avoir un avis négatif. Et donc ils ont compris qu'il valait mieux. Il y en a un qui a essayé de passer là il n'y a pas longtemps. Il a retiré son dossier 2 fois avant le jour de la CDAC parce qu'on lui a fait comprendre de toute façon il serait un avis négatif. Alors après, ils peuvent toujours aller vouloir le déposer en CNAC, mais au final, les uns et les autres comprennent bien que de se mettre à dos tous les élus et se retrouver en difficulté sur le territoire, c'est pas tout fort. En tout cas, ils y réfléchissent en tout cas, et pour l'instant, ils n'ont pas. Donc c'est vrai que le montage politique fort et solide, quoi, aussi, quoi. C'est-à-dire qui casse pas à la première, au premier projet. Le bon sens est aussi breton. Il y a 2 ans, je crois qu'il y en a un opérateur qui a voulu passer ça en Ouais, ce que je disais, voilà, qui. Bloqué. Il a pas. Il a essayé une fois, il a retiré son dossier 2 jours avant la CDAC, il a réessayé sans trop travailler avec nous. On a dit aux élus, non, ça ne correspond pas, il a fini par le retirer. C'est les élus qui l'ont appelé en disant, non, tu retires ton dossier, et puis tu prends le temps de travailler avec nous. En plus, c'était pas. Il y avait des sujets sur lesquels il n'y avait pas énormément de changements à faire, mais depuis le début, on s'est dit si on laisse passer 2 ou 3 petites choses, c'est foutu, quoi, on n'y arrivera jamais après. Dans la durée, en tout cas, on n'y arrivera pas. Quoi. Alors, quels sont les effets concrets sur les effets concrets, en tout cas, c'est que, effectivement, le développement commercial correspond à ce qui a été voulu par les élus, déjà, ce qui est pas si mal. Ensuite, après, c'est évidemment, ça a été évoqué, c'est pas un DAC qui va résoudre tous les problèmes du commerce. On a vu que, voilà, ça n'empêche pas que dans certaines villes, il y a de la vacance commerciale, voilà, il y a on essaie de faire en sorte qu'il y ait le maximum aussi en limitant l'extension de certaines zones d'activité, faire en sorte qu'il y ait moins de friches industrielles. Il y a plus de la moitié des dossiers qui passent en CDAC sont des dossiers qui sont déjà sur des projets qui sont soit qui reprennent des bâtiments anciens, soit qui démolissent forêts. On est en renouvellement. Mais voilà, ça ne règle pas tous les problèmes, mais en tout cas c'est sur ce volet-là, parce qu'effectivement on l'a bien vu, ça a été dit très souvent, un SCOT, ça veut dire que c'est bon, pour moi le mot le plus important c'est la cohérence, donc après c'est vrai que les questions, bien entendu, d'habitat, d'aménagement, il y a plein de sujets qui font qu'un centre-ville ou un centre-bourg vit ou vit pas, ou les commerces se maintiennent ou pas, il y a beaucoup d'autres facteurs qui déterminent la vitalité du commerce. Mais ça fait. C'est déjà en tout cas un sujet sur lequel il y a entente politique et respect par les opérateurs des règles qui sont établies. Quoi. Mais c'est pas non plus. Certes, voilà, c'est important. Et de ce que j'ai entendu sur ces 2 jours, c'est vrai que je me dis qu'on a encore d'autres sujets à aborder. On va devoir. Voilà, c'est ça qui est enfin réviser. On va devoir réviser à nouveau. Donc, on aura l'occasion d'aborder les questions de flux, de logistique, tel que ça a été évoqué. Je pense qu'il faudra qu'on y réfléchisse assez rapidement. Donc, 2 exemples. Là, un outil qui permet une réelle concertation en amont avec votre conférence économique, composée des élus. 2e exemple d'une pratique, et depuis une vingtaine d'années, d'une concertation plurielle avec l'ensemble des acteurs, ce qui vous permettra, c'est votre dernier mot, là c'est bien important, de mieux s'appréhender les ruptures du commerce que vous affrontez aujourd'hui. Vous, à Strasbourg, 3e exemple, vous avez un SCOT super commerce. Il intègre fortement le commerce. Ce SCOT qui a été adopté en 2017, je crois, 4 EPCI qui sont concernés. Expliquez-nous la donne commerce là-dedans et comment vous la pilotez. Le SCOT est plus ancien. Oui, la révision. Mais par contre, c'est vrai que dans sa version de départ, il ne contenait quasiment rien sur la question commerciale. Et on s'est très vite rendu compte que ce sujet, bien sûr, était un sujet important. Nous avons de grandes zones commerciales et la question de la concurrence entre les territoires était une vraie question, avec en plus un autre phénomène au travers des zones d'activité industrielle qui existent un peu sur l'ensemble des EPCI, des transformations qui commençaient à s'opérer parce que certaines collectivités avaient besoin de finances et que somme toute elles n'arrivaient pas à remplir leur zone d'activité aussi vite qu'elles le souhaitaient. Et voilà, le commerce commençait à apparaître de manière de plus en plus anarchique. Et aujourd'hui, ce que nous avons maintenant, on avait démarré, et j'ai eu le plaisir d'animer un groupe de travail à partir de 2013,
démarrer sur la construction d'un DAC. Et au fur et à mesure des discussions que nous avons eues, nous avons abandonné l'idée du DAC et nous avons fait codification tout simplement de notre SCOT en intégrant des éléments liés au commerce, avec deux éléments importants, c'est qu'il nous fallait trouver de nouveaux équilibres, ou pas d'ailleurs, mais j'y reviendrai, et sans être trop prescriptif. C'est-à-dire que notre volonté, c'était pas de surrajouter de la réglementation au travers du SCOT, donc être attentif à cela, mais quand même soit trouver des nouveaux équilibres, soit en préserver qui fonctionnaient aujourd'hui plutôt bien. Et je me souviens, les premières réunions de travail qu'on a démarrées avec l'ensemble des maires, un peu plus d'une centaine de communes, c'était très souvent des élus qui disaient « mais attendez, chez moi, et notamment parce qu'on a utilisé la porte d'entrée DAC, moi la SACOM c'est tout le territoire de ma commune. Je veux dire, je ne veux pas, demain quelqu'un vient me voir et un super projet, je vais quand même pas commencer à dire que je n'en veux pas. Et donc, voilà. Mais très vite dans les discussions, et ça a sans doute été un des moments importants, c'est de partager en fait cette connaissance, c'est de dire certes tu souhaites faire ainsi, mais moi en tant que maire d'une ville de 11 000 habitants, une intercommunalité de 50 000 habitants, mais qui est au parc de l'Eurométropole, donc nous ne sommes pas dans l'Eurométropole, mais nous travaillons bien sûr avec l'Eurométropole. Je suis au bord d'une 4 voies, il y a une voie ferrée, demain un hypermarché veut s'installer, la commune voisine qui ne souhaite pas réglementer, je lui indique, ben c'est réglé. Tout va venir s'installer sur mon territoire particulièrement attractif, et tu en subiras les conséquences négatives. Donc très vite, on s'est rendu compte qu'on avait intérêt à travailler ensemble, qu'on avait intérêt à rencontrer bien sûr les branches, les enseignes, les chambres consulaires. Il y a eu tout un travail assez lourd, mais vraiment de concertation, l'ensemble des maires, l'immobilier commercial aussi, qui vraiment est important parce qu'eux, ils sont dans des stratégies de construction, de location, de mise à disposition, de friches éventuelles. Donc, et le résultat de cela, ben, c'est de justement trouver ces équilibres et de considérer que le centre-ville de Strasbourg est un élément qu'il faut préserver en tant que force commerciale, donc aucune règle particulière. Il faut qu'il se développe, il faut qu'il soit attractif. Et pour le reste, d'avoir des pôles équilibrés. Et les zones commerciales, il y en a certaines, elles sont parmi les plus grandes de France, doivent être maintenues. On ne va pas refaire toute l'histoire. On peut s'en plaindre, elles sont peut-être trop grandes. Mais il faut les accompagner dans leur mutation, les moderniser, avoir de la mixité en matière d'habitat, en matière d'activités différentes, mais leur permettre aussi d'avoir un peu d'air en matière de surface, et faire en sorte qu'il n'y en ait pas de nouvelles. Ça, tout le monde l'a accepté aussi. Et expliquer, j'en fais partie, aux villes moyennes, qu'elles ne vont pas devenir un jour des pôles régionaux ou des pôles majeurs en matière d'activité commerciale, et donc limiter les tailles en fait de surface commerciale pour qu'on regarde et qu'on ait des équilibres en tant que tel. Alors, et ça, c'est inscrit dans ce en permanence une concertation avec les consulaires, CCI, chambres de métiers, etc. Une question sur votre positionnement. Je suppose que, on appelle ça le chalandine, les Strasbourgeois vont aussi en Allemagne faire leurs courses. Vous travaillez avec les Allemands? Enfin, on peut travailler avec de chaque côté de la frontière? On peut travailler avec tout le monde et on peut travailler effectivement avec les Allemands. Cela étant, bien sûr, l'organisation territoriale est différente. On a, dans le cadre de ces concertations, rencontré les Allemands, qui étaient au départ très prudents. Nos collègues, et on les connaît bien, on est même dans des structures de collectivités communes, donc on travaille énormément avec eux. Ils sont beaucoup plus schémas que nous. Et un schéma prospectif, d'accord, je n'étais pas là hier, mais c'est vraiment une marque en tant que telle, avec des évolutions, parce que le commerce de proximité était très très présent en Allemagne, de par son histoire, et on voit, et je l'observe moi, vous savez aujourd'hui, rien que la question du bricolage. Il y a sans doute des représentants du bricolage, mais je peux vous dire qu'il y a des monstres qui se construisent actuellement du côté allemand dans le domaine du bricolage. Les marques Mobi, enfin, ce sont des surfaces phénoménales au regard de ce qu'on peut connaître. Donc il y a aussi des évolutions qu'ils n'ont pas forcément souhaitées en tant que telles dans leur schéma, mais on travaille avec les Allemands. Il y a certains appelleront ça de la fuite vers l'Allemagne. Elle existe dans l'autre sens aussi. Tout cela est une question de prix aussi. Dans tout ce qui est cosmétique, les prix sont particulièrement intéressants en Allemagne, dans le monde du bricolage aussi. Donc voilà. Mais ces équilibres-là, c'est une force aussi. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, heureusement qu'il y a des citoyennes, des citoyens qui, aussi dans le domaine du commerce, traversent le Rhin et vont de l'autre côté, mais de part et d'autre. J'ai encore une question à vous poser, mais sur ces 3 retours d'expérience, je reviens vers vous dans 2 minutes.
Xavier Desjardins, un commentaire, une remarque? Ce qui est intéressant dans vos exemples, c'est quand même que ça a pris du temps à chaque fois. Ça, je trouve que c'est vraiment important, surtout vis-à-vis des territoires qui sont enclenchés dans cette dynamique-là. Je pense que vous avez bien mis en évidence le temps long de la maturation. Voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est tout ce que vous avez raconté, ça me semble important. Et je me permettrai de leur reposer une question si vous me l'autorisez. C'est comment... hier, on a bien noté, je dirais, vous l'avez évoqué vous-même, tous les bouleversements du commerce avec le numérique, mais aussi d'autres formes de mutations plus discrètes, produits locaux, etc., qui sont peut-être marginales, mais qui montrent aussi que la société évolue, change, etc. Et comment, je dirais, cette évolution vous fait recomposer votre chaîne de gouvernance? Parce que c'est ça qui est très compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, en une dizaine d'années, les acteurs ont aussi beaucoup... Genre en matière et voilà, ça c'est une question que je me pose. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, comme vous l'évoquiez, Monsieur Grange, et vous aussi également, la gestion d'un héritage compliqué et l'anticipation de cette révolution en cours. Alors comment ça se... Et ça ne joue pas avec les mêmes acteurs. Donc comment ça se... Voilà, enfin comment qui veut répondre? Recomposer votre scène de dialogue avec dans ce contexte. Monsieur Kahn, vous voulez dire un truc là-dessus? Oui, je pense que... Alors nous, c'était intéressant parce qu'on a donc ce DAC là, et c'est pratique depuis bientôt 10 ans, et donc ça fonctionne. Les élus vont dire non, la volet commerce, là, dans le cadre de la révision, là, quand on termine, on n'y touche pas, parce que ça marche bien, et il n'y a pas de raison. On va pas avoir quelques petits seuils qu'on a modifiés, parce que je tiens quand même à dire que, parfois le terme prescription, en tout cas c'est bien, ce sont bien des règles qu'on met en place, c'est pas forcément un corset, donc le commerce se développe, etc. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on a essayé, nous, effectivement, de dire oui, il y a des choses, des pratiques nouvelles sur les circuits courts, proximité, des choses comme ça, et ce serait peut-être bien de revisiter un peu les choses. Et bon, les élus nous ont fait comprendre que voilà, c'était pas le sujet prioritaire, en tout cas dans le cadre de la révision, effectivement, il y avait d'autres enjeux dans la révision, et on a assez peu travaillé. Par contre, effectivement, ça reste ce que je disais tout à l'heure, hein, je pense qu'il y a un vrai chantier à mettre en place, mais qui peut-être doit se faire aussi, alors on parle de votre gouvernance économique, mais pas forcément qu'avec l'objet du SCOT, quoi. Enfin, on peut imaginer de travailler sur les questions de devenir du commerce de demain, mais de manière plus large, quoi. Et certes, avec une traduction dans le SCOT, et c'est un peu, je pense que, en tout cas moi aussi, ce que je retire de ces journées, c'est que c'est partie des choses qu'on va... On a notamment tous les ans une rencontre, on appelle les rendez-vous du SCOT, début octobre, et on fait le point sur différents sujets, et je pense que, voilà, peut-être pas cette année parce que le thème est calé, mais pour l'année suivante, je pense que d'aborder ce sujet-là du commerce, mais de manière large, avec l'ensemble des acteurs qu'on a pu, qui ont été présents en partie hier, etc., et de réfléchir concrètement, parce qu'on a bien vu que la difficulté quand même, c'est, certes les élus et nous-mêmes, on ne sait pas trop, personne ne sait vraiment où il va, donc dire oui, ok, mais mettre quoi dans un SCOT, c'est pas évident. Les opérateurs de ce secteur-là, eux-mêmes, sont incapables de dire ce que sera le commerce dans 2-3 ans, donc c'est pas simple malgré tout. Donc il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Monsieur Villers, rapidement. Oui, juste, nous également, on va être en phase de révision et il va falloir qu'on se repose effectivement un certain nombre de questions. Et par rapport à ce que je disais tout au début, sans doute, et on s'en est rendu compte, beaucoup en interscope. Parce que bien évidemment, tout ce que vous souhaitez faire chez vous et tout ce que vous ne souhaitez pas chez vous, si vous le retrouvez à la limite extérieure de votre SCOT, vous vous retrouvez en difficulté. Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et vraiment, cette question du commerce, elle ne peut pas se jouer qu'à la seule échelle. Ça peut changer d'un territoire à l'autre, mais la question des SCOT voisins et leur organisation commerciale, elle doit être prise en compte. C'est un territoire vaste, donc il faut bien y réfléchir. Alors, une question pour vous. Dans quelques secondes, on va entendre Nicolas Lebas, qui est le vice-président de cette région de France, en charge du SRADET. Une question sur empilement ou complémentarité des différents programmes. Comment vous gérez l'aval avec le PLU intercommunal de votre métropole et l'amont avec l'interscot à une échelle du département? Comment vous gérez ça? Nous essayons. Après, moi, je vais vous donner mon avis en tant qu'élu, mais qui n'est pas forcément partagé avec tous mes collègues.
Sur notre territoire, je rappelle que nous sommes nous au sud de l'Eurométropole, il y avait aussi historiquement un pays d'Alsace centrale. Nous avons décidé en janvier 2017 de le supprimer. Il n'existe plus. Nous sommes plutôt dans une logique avec les autres intercommunalités de conventionnement, de partenariat, notamment pour avoir des entités parfois de taille intéressante, pour avoir des projets européens ou autres. Donc, et concernant le SCOT, enfin, pour ma part, aujourd'hui, ce sont, mais c'est peut-être très spécifique à notre région, des entités trop petites, et il nous faut plutôt avoir un regard de cohérence sur un territoire plus important, notamment au niveau départemental, et du coup en relation aussi avec le STRADET, sur des discussions et des négociations plus intéressantes que sur un territoire, encore une fois, plus limité. Donc, pour ma part, cette cohérence nécessite quand même, sans doute, des fusions de SCOT. Nous n'y arrivons pas aujourd'hui. Cohérence ou concurrence? Non, mais justement pour avoir de la cohérence. Parce que ce qu'on a réussi à montrer sur notre territoire, de pouvoir travailler ensemble, on se rend bien compte que les concurrences, elles se jouent maintenant un peu à un autre niveau, et notamment sur la question commerciale, ce n'est pas juste, mais je le spécifie par rapport à notre territoire, juste au niveau du SCOTES que ça peut se faire. D'accord. Alors, vous allez écouter, comme la salle bien évidemment, Nicolas Lebas, trois interventions. La première, donc il est VP en charge du SRADET. La première de ces interventions, il nous parle d'un principe auquel vous adhérez certainement, qui est celui de la subsidiarité, la bonne échelle territoriale également, donc comment il voit les complémentarités SRADET et SCOT. On l'écoute. Bien, bonjour à tous. Je veux d'abord m'excuser très sincèrement de pouvoir être avec vous à Amiens aujourd'hui, retenu par d'autres engagements en région. C'est une très bonne idée d'avoir souhaité aborder la question de la relation de confiance dans la dimension commerciale du SCOT. Parce que la relation SRADET-SCOT sur cette question, elle est évidemment essentielle, mais elle me conduit, dans la mise en œuvre que nous faisons au titre de la région, à mettre d'abord et avant tout en avant le principe de la subsidiarité. En effet, la valeur ajoutée du SRADET par rapport au SCOT sur la question commerciale, elle doit être marquée au point de la subsidiarité et, à mon sens, sur deux questions principales. D'abord, effectivement, la question foncière. En effet, les évolutions, les mutations profondes auxquelles on assiste en matière commerciale justifient qu'on s'interroge sur le devenir et l'évolution des fonciers commerciaux généralement situés à la périphérie de nos villes et le risque de voir apparaître évidemment des friches commerciales. Et puis aussi la question de la réappropriation des surfaces commerciales en cœur de ville, qui est incontestablement une préoccupation de tous les élus que nous rencontrons actuellement dans les territoires sur la mise en œuvre du SCOT et du SRADET. Donc question foncière d'abord, et puis aussi une grande question que je souhaite que nous puissions traiter en partenariat dans cette relation intime entre le SCOT et le SRADET, entre les SCOT et le SRADET, c'est évidemment aussi la question de la bonne échelle territoriale et de la complémentarité de l'analyse commerciale avec les territoires voisins. Parce que nous avons sur le territoire des Hauts-de-France des SCOT qui sont parfois sur de très grandes échelles, d'autres sur des échelles plus petites, et qui ne correspondent pas toujours à la réalité des problématiques commerciales qui se posent sur le territoire. J'ajouterais une deuxième dimension de ces approches interterritoriales qu'il faut avoir dans l'analyse des problématiques commerciales, c'est même l'analyse de ce qui peut se passer de l'autre côté de la frontière. Et nous avons d'ailleurs à cet égard rencontré récemment des responsables belges pour leur faire part de notre attention particulière aux développements commerciaux de leur côté de la frontière, et ils nous ont dit qu'ils étaient tout aussi attentifs au développement de notre côté de la frontière. Voilà, donc cette relation intime, dit-il, passe par ces bonnes échelles territoriales à travailler. Alors c'est vrai, sur un territoire, il y a du petit, du moyen et du gros, lui aussi il a une frontière. On va maintenant l'écouter maintenant sur, du coup, quel accompagnement il propose des SCOT.
Alors en matière commerciale, la vocation du SRADET aussi est d'accompagner les SCOT dans une dimension de prise en compte des nouveaux besoins, des nouvelles aspirations de la population en matière commerciale, parce que, au fond, la vocation du SRADET est beaucoup plus d'être prospectif, de regarder l'avenir, plutôt que de pleurer sur les renversés et faire des constats d'aménagement antérieur qui n'ont pas toujours été très heureux. Et quand on regarde cette vision prospective que l'on souhaite indiquer dans le SRADET en matière commerciale, eh bien, c'est évidemment vers la redensification des centres-villes, des cœurs de ville en matière commerciale que nous nous tournons. Et pour ça, il nous semble qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. La première d'entre elles, c'est probablement d'être attentif à la diversité d'une offre et la diversité et la complémentarité d'une offre qui peut se trouver en centre-ville, sachant qu'on sait aussi qu'il y a des activités qui, par nature, par le volume notamment qu'elles mobilisent, se tient davantage en périphérie. Donc, complémentarité de l'offre. Ensuite, autre condition, me semble-t-il, c'est la question logistique. Si on veut être en capacité de faire revenir des activités de qualité en centre-ville, eh bien, il faut être capable de développer une logistique urbaine, on parle beaucoup de la logistique urbaine, en tout cas une logistique urbaine qui soit à la fois la plus performante et la plus fluide possible et en capacité de s'intégrer avec les autres flux nombreux qui doivent cohabiter dans les centres-villes. Et puis, je pense que le SRADET, en tout cas ce sera notre cas en région de France, va s'efforcer aussi de rendre possible la réservation d'espaces agricoles et naturels mixtes à vocation urbaine et qui favorise aussi la multifonctionnalité. C'est évidemment aussi la possibilité d'encourager les circuits de cours alimentaires avec des nouvelles formes de commerce dont on sent bien que la population est désireuse de se tourner vers ces nouvelles formes de circuits courts dans une logique plus générale de développement durable des territoires. Voilà. Et la troisième et dernière séquence. Alors, attendez, la boucle sera bouclée. Vous allez lancer votre charte de confiance, que vous ne connaissez pas forcément, et lui dit il y a tout à construire autour de la relation de confiance entre nous. Alors, autre élément essentiel dans la mise en œuvre du SRADET et dans ce dialogue fructueux à entretenir avec les SCOT, cette confiance, elle se construit sur le dialogue et la concertation avec les acteurs. Alors, on a souhaité à la fois être tout à fait respectueux du cadre légal et réglementaire sur la phase de dialogue et de concertation, et c'est le cas notamment avec le fonctionnement du club des personnes publiques associées qui a pour nous davantage une dimension technique que politique, mais qui s'assure bien que les acteurs et les personnes publiques associées ont leurs préoccupations intégrées dans la réflexion du SRADET. Il y a aussi un lien très fort que nous avons voulu établir entre le SRADET et la conférence territoriale de l'action publique, au cours de laquelle nous rendons compte de l'état d'avancement du SRADET à l'échelle de France. Et puis, on a ajouté quelques éléments supplémentaires. D'abord, un rapport d'étape sur l'avancement du SRADET qui permet, en le posant, de le rendre aussi disponible auprès des différents acteurs qui vont pouvoir réagir, qui ont déjà commencé à réagir sur ce rapport d'étape. Et puis ce rapport d'étape, on s'en sert pour un certain nombre de conférences territoriales, 9 au total, que nous avons souhaité organiser à l'échelle de la région Hauts-de-France, qui correspondent à des territoires s'affranchissant un peu des limites administratives habituelles pour peut-être appréhender une dimension stratégique un peu différente. Et nous en sommes pour le moment à la 8e conférence de ces 9 et on en mesure incontestablement la richesse et la valeur ajoutée. S'agissant des préoccupations commerciales qui vous mobilisent aujourd'hui, pratiquement toutes les conférences territoriales ont mis en évidence
la nécessité effectivement de reconquérir les cœurs de ville, de maintenir les linéaires commerciaux, avec, je dois le dire, parfois aussi une forme de schizophrénie des élus qui oublient que quand ils sont sollicités pour une CDAC sur du commerce en périphérie, il faut aussi garder en tête l'objectif qui est de maintenir le commerce de centre-ville. Je vais vous dire aussi une dernière chose dans le dialogue et la construction de cette confiance, c'est évidemment la phase de mise en œuvre, parce que même si le SRADET ne sera définitivement adopté que dans quelques mois, nous avons déjà tous, avec les territoires, avec les acteurs des SCOT que vous êtes, en tête les conditions de la mise en œuvre que nous allons notamment formuler par des objectifs et des règles que chacun devra mettre en place, toujours dans le respect de cette logique de subsidiarité à laquelle nous tenons fortement ici dans la République française. Voilà, donc ces propositions et ce point de vue sur l'articulation SRADET et SCOT. Vous avez un commentaire, Xavier Desjardins, et ensuite on vous donne la parole. À propos de cette intervention et de l'échange que nous avons eu, c'est hier, dans la réflexion qu'on a fait, on présentait notamment 3 leviers: vision, débat et prescriptivité. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, les champs thématiques couverts par ces 3 leviers ne sont pas forcément les mêmes. La prescriptivité, c'est la capacité juridique des SCOT, et on voit bien que les échelles du débat et de la vision vont forcément sur des sujets qui sont plus larges que la capacité prescriptive actuelle, avec la question de la logistique, avec la question du numérique, etc. Donc c'est ça qui est... ce qui est intéressant, c'est que c'est des leviers différents. On voit bien comment ce levier du débat doit être, à mon avis, celui-ci à 360 degrés, parce que de toute façon, la capacité de prescriptivité qui est donnée au SCOT sera toujours, je dirais, en retard d'une évolution du commerce, mais c'est bien normal, c'est évident que la société évolue toujours plus vite que le droit. Donc ce qui est assez logique d'une certaine manière. Donc je trouve que c'est intéressant d'identifier ces leviers et que peut-être sur chaque SCOT, en fait, le champ couvert par le débat, par la vision et par la règle sera certainement différencié, et en tout cas sur ces trois domaines différents. Voilà. Alors, la parole à vous, qui veut intervenir, commenter avec un micro pour la salle, poser des questions, témoigner, et profitez-en, y compris sur les sujets qu'on a abordés depuis hier. Monsieur. Patrick Balédier, représentant du vignoble nantais en charge du SCOT. Depuis hier, on parle de choses extrêmement intéressantes. Qui mettre autour de la table, c'est ce que M. Desjardins posait comme question. Je me demande si le citoyen, pour nous, l'élu, qui est aussi un client pour les commerçants, n'est pas un petit peu oublié dans le circuit. À un moment donné, je pense qu'il faudrait l'associer aussi pour qu'il cible ses besoins, ses demandes, de façon à ce que la concertation élus territoriaux et commerçants puisse répondre à ses besoins. Alors voilà, est-ce que c'est pas un élément aussi à faire entrer dans la réflexion? Merci. Quelles sont vos pratiques aux uns et aux autres de l'écoute et de la participation citoyenne? Je fais passer le micro. Nous, on avait bien sûr concerté aussi avec la Chambre de consommation, par exemple, et puis après, en tant qu'élu, pour ma part, on a un grand nombre de réunions publiques dans ma commune, et les questions de commerce sont très souvent abordées, et c'est à nous de pouvoir en faire à un moment donné la synthèse. Pas toujours abordées franchement d'ailleurs, parce que beaucoup de citoyens me disent « Oh, monsieur le maire, tel commerce au centre-ville va fermer, c'est pas bien. Avez-vous déjà une fois été dans ce commerce ?» La réponse est souvent différente. Oui, juste pour dire que c'est pas un sujet simple d'associer la population sur un sujet comme c'est pas sur de tel territoire. Alors quand on dit souvent dans certains cas, c'était pas le cas chez nous, mais en plus il y a déjà près de 400 000 habitants, mais on associe notamment le conseil de développement, ça a été évoqué hier, mais je pense que sur ce sujet-là et les attentes des consommateurs, ça me permet de rebondir sur ce que j'ai entendu un peu hier en disant qu'il faut à tout prix suivre le désir du consommateur. Je ne suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où nous on a interdit notamment le fait qu'il y ait des commerces qui s'installent de manière un peu isolée le long de certains flux. Si
si on écoutait les consommateurs, ça les arrangerait d'avoir des commerces, une boulangerie au bord de la route et pas avoir un petit détour à faire, etc. Enfin, mais c'est pas ce qui est attendu. Si on veut d'un côté relocaliser les centres, à un moment donné, il faut les être cohérents. Donc là aussi, voilà, il y a le rôle en tout cas de l'élu de rendre les choses un peu cohérentes. Mais c'est vrai que ça reste un sujet majeur, quel que soit le sujet abordé, mais on ne dit pas d'ailleurs. Là, on est en République actuellement. Enfin, voilà, comment intéresser les gens à où le sujet est traité dans le cadre du spot, c'est vraiment un vrai sujet auquel on a beaucoup de mal à trouver les réponses. Ok. Simplement donc, c'est vrai qu'on n'a pas tellement travaillé ce sujet uniquement au niveau du conseil de développement. Il ne faut pas oublier que pour déjà avoir un conseil de développement efficace, il faut vraiment recruter, et c'est avec beaucoup de difficultés. Ils sont peut-être présents aujourd'hui, nos responsables, mais c'est pas si facile que ça. Néanmoins, moi, il y a une question que j'aimerais bien poser, parce qu'on est tous là actuellement en train de discuter de développement. Vous n'oubliez pas qu'on est tous dans le cadre plus ou moins d'un PLUI, hein, et ces PLUI actuellement nous sont particulièrement bloquants, hein, en sachant que tout ce qui est consommation de terres agricoles sont plus ou moins supprimés, dents creuses, et vous avez uniquement des développements possibles du commerce au niveau des pôles majeurs. C'est quand même une remise en cause de l'aménagement de territoire, et ça, pour l'instant, personne n'en a parlé. Je crois qu'il y a de ce côté-là des réflexions à mener et des débats aussi à engager avec l'État. Il ne faut pas, on essaie d'une manière certainement inconsidérée de prendre beaucoup de terres agricoles, mais là on est revenu tout à fait dans le sens inverse. Merci. Monsieur. C'est le président du SCOT du Grand Vendômois. Je fais la transition de ce que vous venez de dire, justement, et notre échelle de SCOT est propice à la réflexion à toutes les échelles. On a beaucoup parlé des zones d'activité commerciale, mais dans tous nos territoires, on a une multiplicité de communes rurales dans lesquelles ces questions d'enseigne, alors là, on est vraiment loin, et justement, ces questions de dernier commerce, de place. Et je pense que nos SCOT peuvent avoir vocation aussi à fixer des grandes orientations d'aménagement, y compris très locaux, très ruraux, comment on aménage une place de village de telle sorte à pouvoir accueillir une alternative commerciale avec un food truck, avec demain un coiffe truck, un esthétique truck qui existe déjà. Comment on pense cela, d'amener le service aux citoyens en le remettant vraiment au cœur de nos préoccupations. C'est un aspect qu'on a peu abordé, mais on ne peut pas tout traiter en une journée et demie, mais sur cette toute petite échelle de l'hyper-proximité aussi. Et là, on a un enjeu. Les marchés en font exactement partie. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une clé à saisir aussi dans nos réflexions commerciales au sens large. Très bien. Merci beaucoup. Une autre intervention? Oui, monsieur. Bonjour. Jean-Michel Daniel, Conseil de développement. Je rebondis sur les propos de M. Babot. Ici. Oui, tout à fait. Mais également, disons, le président Geste, hein, effectivement. Dans ce qu'on a traité depuis hier, hein, je pense qu'il y a certains marchés de proximité durable qui n'ont pas été évoqués. Hein, c'est l'économie sociale solidaire, c'est la grande part du service à la personne, c'est la silver economy. Hein. Voilà, donc je pense qu'il y a tout un panel. Et je pense que dans ce domaine, face à la difficulté de recruter, d'avoir des bénévoles dans un conseil de développement, et plus particulièrement dans les territoires, et pas obligatoirement, disons, au centre de la ville la plus importante, hein, je pense qu'on aurait peut-être une plus grande participation de ce côté-là. Voilà, c'est un peu l'aspect que je voudrais voir, mais je fais appel aussi également à ce qu'on a discuté hier dans sa globalité. Oui, très bien. C'est fait pour ça. Merci. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des expériences de consultation citoyenne, d'ateliers de co-construction, qui veulent intervenir là-dessus? Non? Oui, madame? Oui. Marie-Christine Carras, chargée de mission du SCOT de l'arrondissement de Sarrebourg, en Moselle. Donc justement, oui, effectivement, dans le cadre de la concertation et l'association des acteurs du commerce, dans le cadre de tout ce qui est procédure de concertation, pardon. Donc il y a quelque chose que vous aviez évoqué sur la difficulté parfois d'avoir les acteurs un peu insaisissables. Alors il est vrai que parfois les SCOT sont portés par des PETR, et donc les PETR ayant également des conseils de développement. Et le conseil de développement peut être éventuellement susciter des associations de commerçants, aussi bien des commerçants au centre-ville, mais aussi les commerçants de commerce de périphérie.
Et souvent, via la forme associative, justement, ces acteurs peuvent être beaucoup plus abordés, beaucoup plus saisis dans le cadre des procédures de concertation. Et effectivement, peut-être en milieu rural, c'est peut-être plus facile, mais en tout cas, l'association d'acteurs peut être une porte pour mieux les associer et qu'ils soient bien représentés. Et porter également leur message au niveau des SCOT, mais aussi de toutes les procédures de démarche territoriale. Merci. D'autres interventions? Monsieur? Bonjour, Frédéric Pesquet, président du SCOT Covalecel. Il est discret, bien sûr. Je voudrais émettre un coup de cœur, un coup de cœur et un remerciement à la Fédescot de permettre ce dialogue-là, et une frustration parce que hier je n'ai pas pu émettre ce coup de cœur envers les acteurs du commerce, parce que j'ai vraiment été sous le charme de la vision humanitaire que ces acteurs du commerce avaient pour le consommateur et ses besoins. Et qu'ils avaient comme ça oublié le business, tout simplement. Ce business que j'ai oublié aussi une fois en prenant un petit lecteur de code barre pour faire mes courses. Et donc, quand je me suis rendu compte que je faisais le travail de la caissière, je me suis présenté à la caisse et je lui ai demandé est-ce que je pouvais me rétribuer pour le travail fait. Ça n'a pas marché. Donc j'ai pas compris. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une caissière en moins, il n'y avait pas forcément de conseil à la marchandise en plus dans le magasin. Donc je crois qu'il y a un souci. Il y a cette nécessité de dialogue, il y a la nécessité de la confiance, mais il faut rester aussi un peu vigilant. Et je rejoins Emmanuel Giraud qui parlait du rapport de force. Ce rapport de force, il est intéressant. Et ce dialogue est utile. On ne discute bien qu'avec ses détracteurs, on n'y discute pas avec ses amis. Si on a le même point de vue, il n'y a pas de dialogue. On est simplement dans le monologue. Donc voilà, ce dialogue est nécessaire, il faut le construire. Les acteurs du commerce sont en ce moment fragilisés effectivement par ces changements. Eh bien, la porte est ouverte au dialogue, il faut la saisir et le rendre constructif. Merci et vigilance, c'est ce que vous dites aussi. Encore une intervention? C'est bon? Eh bien c'est bon. Merci beaucoup, messieurs, merci.